très content, merci Laetier pour l'invitation et l'organisation. Je passe toujours un bon moment à Lille. En plus je viens et plus il fait chaud, merci le réchauffement climatique. J'étais étonné hier, j'ai vu personne en maillot de bain à Lille dès qu'il y a un peu de soleil. Ouais, c'est la teuf et tout. Donc je suis très content, à force de m'inviter, l'année prochaine je vais venir avec mes propres slides, sans recevoir d'invitation, donc méfiez-vous. On va parler un peu de Legacy, tranquillement. Et avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Smaïn Miliani, je suis Engineering Manager et je publie pas mal de contenu autour de l'écosystème PHP et Symfony. Ça, c'est les différents liens sur lesquels vous pouvez retrouver un peu mes travaux. Et les slides de cette conférence seront sur le dernier lien, donc c'est un repository sur lequel je mets toutes mes conférences. Donc je suis Engineering Manager chez Usign. Usign, c'est quoi? C'est une entreprise française qui fait de la signature électronique. Donc le back, c'est fullish PHP et le front, c'est du React avec du TypeScript. On est en full remote, on a des locaux à Caen et à Paris et on recrute un développeur ou une développeuse back. Si ça vous chauffe, n'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà. Alors, qu'est-ce que le code legacy? Le code legacy, c'est le code qui a été écrit par quelqu'un d'autre. C'est le code qui ne nous appartient pas. Ou c'est le code que tu as écrit lorsque ton café était chaud. Merci Laetiel pour cette tasse. Oui. Et si vous faites des workshops sur le design, je vais bien venir parce que je suis un peu pété. Donc je suis preneur. En réalité, il n'y a pas de définition on peut ouvrir le Larousse. Regardez, qu'est-ce que du code legacy? Il n'y a pas de définition. Vous pouvez essayer, vous n'allez rien trouver. Mais il y a quand même des patterns un peu communs. Si vous avez du code qui a la tronche du perfora qui est aussi vieux que lui, potentiellement, c'est du code legacy. Du code legacy, c'est du code qui est valuable, c'est-à-dire qui rapporte des sous à votre entreprise. Sinon, on ne serait pas en train d'en discuter, on ferait un RMRF terminé. Donc, on est obligé de composer et de vivre avec. Et du code sans test, c'est du code legacy. Donc, salut à toi, jeune développeur, jeune développeuse. Si jamais tu merges du code sans test, sache que tu es en train de merger du code legacy. Pourquoi? Parce qu'on n'aura aucun moyen de savoir si ça fonctionne ou pas dans le temps. Donc, fais attention lorsque tu ouvres une pull request. S'il te plaît, ajoute des tests. Alors là, comment est-ce qu'on tombe pas dans le legacy ou comment est-ce qu'on sort du legacy? Eh bien, le meilleur moyen de sortir du legacy, c'est de ne pas y entrer. Donc, on va parler un petit peu des moyens de ne pas entrer dans le legacy. Et comme vous n'allez pas écouter ce que je vais vous dire, on va tomber dans le legacy et on verra comment en sortir. Bien évidemment, les trucs que je vais donner, vous pouvez les appliquer dès maintenant. Si vous êtes même sur du code de legacy, c'est des petits tips qu'on peut appliquer tout de suite. Donc voici ici les règles de ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le legacy. Donc écrire des tests, bien évidemment, utiliser un peu de tooling pour s'assurer de la qualité de votre code, faire de la code review, rembourser ses potes. Donc la dette technique, c'est hyper important. Quand vous avancez de la thune, remboursez-les. Il n'y a pas de message caché là-dessus. Utiliser un peu de clean code et garder ses dépendances à jour. C'est hyper important. Et écrire de la documentation. Donc, vous avez vu, là-dedans, il n'y a rien de rocket science. Je n'ai pas du tout inventé l'eau chaude. C'est vraiment des concepts simples, s'ils sont appliqués, qui vous empêchent de tomber dans le legacy, vraiment. Donc, écrire des tests, c'est bien. Bien les écrire, c'est mieux. Elle est technique, celle-là. Et pour ça, il y a le First Principles, donc, qui vient d'un livre de l'oncle Bob, qui s'appelle le Clean Code. Et donc, c'est un acronyme. Le F, c'est pour fast. Donc, il faut que tes tests s'exécutent rapidement. Il faut qu'ils soient isolés. Donc, le test A ne doit pas influencer le résultat du test B, etc. Il doit être repeatable. Donc, il doit avoir le même résultat sur ta machine en local et sur la CI. Il n'y a pas de truc de « Ah, mais mes tests passent qu'en local, pas dans la CI. » Ah, mais la CI, c'est le plus important, ça bloque tout le monde. Fais un effort. Donc, il faut que les tests aient le même résultat, peu importe où tu les joues, où tu les lances. Et surtout, il faut qu'il soit aussi self-validating. Ça veut dire que lorsque tu lances ton test, il doit te dire « Oui ou non, ça passe. » Imagine que tu testes un export XLS, tu n'as pas besoin d'aller ouvrir le fichier, regarder si l'export il est bien fait au bon endroit, et s'il a le bon format, etc. Non, c'est ta commande qui te dit oui ou non, ça passe. Et le dernier, c'est pour Truth. Ça veut dire que tu dois valider différents scénarios, pas uniquement les happy pass. Il y a la police du TDD qui est passée par là et qui a dit non, le T c'est pour TDD. Voilà. Bon, s'il ne prononce pas TDD 10 fois par jour, il meurt. Bref, tester en tout cas, c'est plutôt cool. Que ce soit le T pour Truth ou TDD, peu importe, faites ce que vous voulez, mais testez.
Les outils de qualité, donc ça c'est un truc qui est plutôt connu dans la communauté et hyper utilisé, il y a plein de comptes sur ça. Malheureusement, c'est pas sur toutes les codes base. Et ça, c'est vraiment le niveau zéro des tests. Donc faire de l'analyse statique, c'est vraiment le niveau zéro des tests. Ça coûte rien. Donc si vous arrivez sur une code base legacy, ben, commencez par ça. Et ayez un mindset un peu, retrouver votre âme de dresseur Pokémon pour faire évoluer le niveau jusqu'au dernier, jusqu'au plus haut. Donc, j'ai ce tweet de Damien qui me répondait sur Twitter. Un grand sage m'a dit, un jour, il n'y a qu'un seul niveau sur PHP Stan, et c'est le niveau max. Voilà. Donc, peu importe les outils que vous mettez en place, essayez de les faire évoluer au niveau maximum. Et juste ça, ça va vous donner l'ampleur des dégâts de votre code legacy. La code review, c'est bien aussi. Donc, je suis venu ici il y a 2 ans parler de code review. Voilà, j'ai des bons retours de cette conférence, donc je la recommande. Pourquoi? Parce que le code applicatif ne vous appartient pas uniquement qu'à vous, il appartient aussi à toutes les personnes qui travaillent avec vous, et il appartient aussi aux développeurs et aux développeuses qui vont arriver dans 2 ans, 3 ans, etc., et qui vont scoltiner votre travail. Donc pensez à eux et faites en sorte de valider les changements et d'avoir une bonne réflexion, parce qu'une fois que vous mergez du code, c'est difficile de le toucher. Voilà, imaginez, vous êtes potier, voilà, vous êtes devenu un artisan du code. Lorsque vous finissez, c'est très difficile de toucher son œuvre d'art, d'accord? Tous des artistes ici. Donc, pensez à bien faire valider votre travail par vos pairs. Si je devrais choisir la plus grande cause qui nous mène tout droit dans les fins fonds du Mordor, du Legacy, c'est la dette technique. Voilà. Donc, payer votre dette technique, c'est hyper important. Nous, dans notre équipe, on a je ne sais pas si on tient un modo ou je sais pas, un concept qui est Make it works, then make it clean. Donc, on est tous pressurisés, entre guillemets, on a tous faire du time to market, etc., livrer assez rapidement, hein, être assez véloce. Et donc, on va s'autoriser sur certaines fonctionnalités de prendre des raccourcis, aucun problème avec ça, sauf qu'il faut les documenter et rembourser sa dette. Sinon, un if plus un if plus un if, eh ben, shortcuts make long delays. On va se retrouver au bout de 6 mois à faire que des ifs et ça ne marchera plus. Il faudra tout recommencer. Donc ça, je pense qu'il y avait un truc à retenir dans votre code base actuel lorsque vous développez des choses. Vous savez, il n'y a que vous qui savez que vous faites du caca, hein, vous en êtes bien conscient. Le product, ils ne savent pas du tout ce que vous faites. Lorsque vous allez merger quelque chose et que vous savez que vous ne l'avez pas bien fait, notez-le pour le corriger, c'est hyper important. Remboursez votre dette, remboursez ceux qui vous doivent des thunes. Vous aurez des bonnes relations. Le clean code, c'est aussi hyper important. Voilà, monsieur Propre, là, j'ai mis une casquette PHP. Et en fait, je me dis que si je lui enlève la boucle d'oreille, j'ai mis une petite barbe, une lambeau, il me fait penser à quelqu'un. Je ne donne pas plus d'indices. Donc, le clean code, c'est quoi? C'est du code qui est facile à comprendre, facile à maintenir et qui est facile à lire. On rêve tous de faire du clean code, bien évidemment. Personne ne va vous dire non, moi, ça ne me dit rien, ce truc-là. Et pour y arriver, paf, il y a une liste longue comme le bras. Il y a plein de choses. Et on ne peut pas, évidemment, tout appliquer, parce que des fois, ça n'a pas de sens, parce qu'on ne maîtrise pas, etc. Donc, on va devoir faire du cherry pick de concepts et les appliquer à ces projets. Et je suis sûr que déjà dans cette liste, il y a des choses que vous faites ou pas. Et appliquer ces choses-là au quotidien, dans votre day by day, ça va faire en sorte de ne pas tomber et de ne pas se prendre les pieds dans le tapis et de ne pas tomber dans du code legacy. Et si vous y êtes, que vous avez des futurs à faire, posez-vous ces questions-là avant d'ouvrir des pull requests. Il y a autre chose qui aide à ne pas tomber dans le legacy très rapidement, c'est d'utiliser des design patterns lorsqu'on en a besoin. C'est de rendre son code Metal Gear, ça je suis nostalgique, solide, de se poser des bonnes questions au niveau de l'architecture et d'appliquer les boilerplate rules et de faire attention au code smell. Donc, utilisez les design patterns lorsqu'on en a besoin, c'est-à-dire que s'il faut faire un if, faites un if. Ne commencez pas à créer 8 classes parce que vous ne voulez pas faire de if. Non, faut doser quand même. Il y a certains design patterns, c'est vraiment subjectif, que moi j'ai le plus rencontré, que j'ai le plus vu et que je pense qu'ils sont les plus utilisés. Si vous maîtrisez cela, vous allez avoir une longue vie et une longue carrière. Pour vous aider, vous avez des bouquins qui font la taille des pages jaunes, des pages blanches, pour ceux qui ont connu, qui sont horribles à lire. Sangoku, il fait comme si il comprenait, mais il bitch rien du tout de ce qu'il lit là. Allez sur le lien juste en bas et vous allez voir, il y aura plein d'exemples des différents design patterns. Et selon même des exemples selon les langages que vous utilisez. Donc c'est hyper pratique. Les librairies qu'on utilise aujourd'hui, AP Platform, les frameworks Symfony et un autre qui s'appelle Laravel, je crois que vous connaissez, utilisent ces différents patterns et c'est ce qui fait que le code est beaucoup plus extensible, beaucoup plus maintenable dans le temps et beaucoup plus scalable. Nous, en tant que développeurs et développeuses, lorsqu'on doit ajouter une fonctionnalité, si on arrive sur du code qui est implémenté par un design pattern, on y arrivera beaucoup plus facilement que si on arrive sur du code random, qui sort de votre tête. Donc essayez de maîtriser au moins ces quelques patterns qui ne sont pas hyper complexes et je suis sûr et certain que
vous les avez déjà croisés sans savoir que c'était ça. Un autre concept que je remets ici, et vous allez dire, mais ça on connaît tous, oui, mais connaître et appliquer, c'est différent. Et il faut que ces choses-là fassent partie de votre ADN et que ça se voit dans votre travail au quotidien. Donc les concepts solides, je pense que tout le monde ici les connaît. On n'a pas la matinée, donc je ne vais pas revenir dessus. J'ai parlé plus du KISS et du DRY. Donc le KISS, c'est Keep It Simple Stupid. Donc là, le grand gaillard, lui, s'appelle Avrel. J'espère que vous connaissez Avrel. C'est le plus idiot des Dalton. Donc lorsque vous allez ouvrir une pull request, dites-vous, est-ce que Avrel va comprendre mon code? Si Avrel est en mesure de comprendre votre code, eh ben, bravo, vous allez faire du code simple qui, lorsqu'il va vieillir, sera facilement maintenable, évoluable, et on pourra le modifier, on va comprendre ce qui est fait. Donc faites attention, Avrel vous guette. Le DRY, c'est pour le Don't Repeat Yourself. Dernièrement, j'ai vu un truc sur LinkedIn qui disait oui, il faut dev, ses propres librairies, machin, etc. Non, pas du tout. Gardez votre temps, votre énergie, votre focus pour votre cœur de métier et déléguer les trucs un peu communs, basiques, à des librairies open source. Bien évidemment, sponsoriser ces librairies, hein, mais ça permet de déléguer la maintenance. D'accord ? Donc il n'y a aucune plus-value à ce que vos équipes passent du temps à développer des validateurs d'email, des validateurs d'IP, etc. Or qu'il y a plein de libs qui font déjà ça, donc installez-les et rémunérez les contributeurs. Lorsqu'on arrive sur une code base comme ça, on se dit ça, quel plaisir. L'architecture, c'est important. Oui, cette maison existe. Hein. Cette maison existe en Pologne. L'archi s'est un peu chauffé. Il a peut-être abusé du punch, je ne sais pas trop. On arrive sur des codes base. Alors, c'est pas parce que ça existe qu'il faut le faire, d'accord ? Ça, c'est vrai aussi en informatique. C'est pas parce qu'il y a des choses qui existent, qui se font, que ça marche, qu'on va le faire. On arrive sur des codes base, on a l'impression qu'on lit un bouquin de Monsieur à l'envers apprend à coder. Ouais. Il y en a dans tous les sens. Paf, ça vous pète à la tronche. Donc, il n'y a pas d'homogénéité, en fait. Des fois, on a du repository, puis derrière, on a du data, puis des fois, tu vas trouver action, puis des fois, tu vas trouver contrôleur, puis infrastructure, puis commande, puis console, etc. Il faut essayer d'avoir une homogénéité dans ce que vous faites et d'appuyer votre code applicatif sur une architecture. Une bonne architecture, qu'est-ce que c'est ? Une bonne architecture, c'est une architecture qui supporte sa propre évolution. Merci Einstein. En vrai, il n'y a que le temps qui vous dira si vous avez fait les bons choix. Malgré tout, on a quand même du recul et de l'expérience et des vidéos, etc., des bouquins sur les différentes archis qui existent et celles qui vont mieux fitter avec votre business, avec vos problématiques métiers. Nous, clairement, par exemple, chez Ustein, on fait du CQRS et de l'archi hexagonal. Et c'est hyper pratique, c'est pas hyper complexe à maîtriser. On onboard les développeurs et les développeuses assez facilement et ils y arrivent par mimétisme. Lorsqu'ils ouvrent une pull request, on sait où va se trouver le domaine, les règles métiers, on sait où va se trouver les implémentations concrètes de l'interface qui a été utilisée, dans l'infrastructure, etc., etc. Donc ça, c'est des choses hyper simples que vous pouvez commencer à mettre en place. Et c'est comme pour les design patterns. On va toujours mieux s'y retrouver sur des archis connus que sur un truc random qui a été développé il y a 3-4 ans par un gars qui a disparu. Je voulais parler des VO, je voulais parler des setters. On n'a pas toute la matinée. Setters, c'est les plus grandes traites depuis Brutus. Je pense que je ferai une conférence sur le mal. Il ne faut pas utiliser les setters, plutôt des modèles riches. Mais bon, peut-être une prochaine fois. Je vais quand même parler de ce truc-là qui est assez répandu, qui est l'array oriented programming. Donc, imaginez que vous ayez, ça c'est un truc qu'on voit très souvent dans le code base legacy. Hein. Imaginez que vous ayez une invoice service. Qu'est-ce que ça fait ? Avec les méthodes generate, ça va vous générer de quoi créer une facture. Vous allez retourner un tableau avec une clé ID, une date, une adresse, et vous allez utiliser, comme c'est fait, ligne 23 à 25, donc mon tableau, crochet ID, mon tableau, crochet date, etc. Sauf que ça va vous péter à la tronche, je vous le dis tout de suite, parce que vous ne savez même pas s'il y a un ID, une clé ID qui existe ou pas, et PHP va faire la gueule si ça n'existe pas. Ensuite, c'est même pas typé. Peut-être c'est une pochette surprise que vous avez là-dedans, peut-être c'est une date, peut-être c'est nul, peut-être c'est un int, on ne sait pas, peut-être c'est une string, peut-être c'est un objet, etc. Il n'y a aucune validation de ce que contient mon tableau. Là, vous allez me dire, oh, moi je mets PHP Stan dessus, niveau 9, il va me dire la clé de tableau, c'est ça, etc. Je vais te dire, ce n'est pas parce que c'est faisable qu'il faut le faire. Donc, on va mettre ça de côté et on va utiliser des DTO. Les DTO, c'est très bon pour la santé. Pour ceux qui ont été au parc Astérix, il y a une poubelle là-bas qui parle, je vous jure que c'est vrai. Elle dit du papier, donnez-moi du papier. La codebase, si elle écouterait, elle dirait pareil. Donnez-moi des DTO, je suis sûr et certain. Les DTO, c'est très très bon pour le code applicatif. C'est très lisible. Donc, j'ai une petite refacto qui vraiment prend 2 minutes.
j'utilise un DTO. Donc mon generate, cette fois-ci, il ne retourne pas un tableau moisi, il retourne un DTO avec un ID, une date et une adresse. Du coup, ben, dans mon constructeur, je peux imaginer que j'ai de la validation, donc je suis sûr et certain que ce que je vais rentrer, ça va être ce que j'attends, voilà, et je vais avoir ben, des getters, donc je vais l'utiliser pareil, une 23 à 25, get ID, get date, get adresse, j'ai de l'autocomplétion, j'ai de l'analyse statique, etc. Je suis très très bien. Les DTO, mettez-en partout, ça coûte rien. Vraiment, les DTO, c'est quelque chose qui coûte peanut. Et en termes de ressources sur investissement, vous allez plus gagner à mettre des DTO que d'acheter du Bitcoin. Donc, mettez des DTO un peu partout. Si vous faites du RoSQL, par exemple, eh ben, vous allez retourner un objet, un DTO user, au lieu d'un tableau. Si vous appelez des API, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le JSON en tableau, etc. Là, on va arrêter de manipuler un tableau, on va retourner un DTO. Et du coup, si le contrat d'API a changé, eh ben, mon DTO va planter. Parce qu'il va me dire, je ne trouve pas la clé, machin, etc. Ça va péter en amont dès la création de mon DTO. C'est le fameux fail fast. Au lieu d'attendre tout à la fin de mon système, bas niveau que ça a planté, j'ouvre Sentry et je dois remonter toute la stack trace. Là, tout au début, à la création de mon DTO, ça plante. Donc, ce genre de petits réflexes, de petites choses, fait que votre code base est très contente et vous n'avez pas ce sentiment quand vous développez. Ça, c'est le code smell. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, lorsqu'on se laisse aller, lorsqu'on ne respecte pas un petit peu tout ce qu'on s'est dit, on atterrit dans du legacy et on a ce sentiment-là. Donc le code smell, on commence à le sentir au bout de 6 mois, 1 an d'XP dans le dev. Tu vois tout de suite, ça c'est bizarre. Donc tu te rends compte qu'il y a une longue méthode, tu dis c'est chelou. Tu vois un constructeur d'un service qui prend 20 paramètres, tu dis c'est bizarre, etc. Tu vois des longues classes, etc. Donc quand tu vois ce genre de choses, c'est du smell code. Et quand tu vois ça, il ne faut pas fermer les yeux, il faut appliquer ce qu'on appelle la Boy Scout Rule. Donc la Boy Scout Rule, c'est de laisser les choses plus pop qu'on les a trouvées. D'accord ? Il y a un gars qui s'appelle Inostag qui est monté sur l'Everest. Nous, on vit avec du legacy, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Donc il faut nettoyer l'Everest. Dites-vous que votre IDE, c'est l'Everest et c'est vous le Sherpa. Voilà, désolé. C'est à vous de nettoyer ce que vous trouvez. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Vous allez faire quoi? Vous allez faire un guide blême, retrouver les personnes et leur envoyer la patte patrouille. Vous n'avez pas le choix, débrouillez-vous, c'est à vous de faire le boulot et de vous en occuper. Si on ne nettoie pas ce qu'on trouve, qu'est-ce qui va nous arriver? On va tomber dans les broken windows. Et votre code va ressembler à Roubaix, là, la photo d'en bas. Désolé, Roubaix, c'est une photo random. Donc le broken window, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui vient des States. Non, mais je crois, hein. Vous me direz si je me trompe ou pas. Qui dit que dans un quartier, s'il y a une fenêtre qui est pétée, si on ne la répare pas, il y en a une deuxième qui va se péter, une troisième, une quatrième, il y aura des graffitis, machin, ça va être mal famé. Eh bien, on peut faire cette analogie avec la code base. Dès qu'il y a des mauvaises décisions qui sont prises, on a moins de scrupules. Tu vas arriver, de toute façon, c'est pété, paf, tu rajoutes ton truc. Ah, ça marche pas, on s'en fout, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, il faut très peu de temps. Hein. Si vous mergez tous les jours du caca, au bout de 6 mois, 1 an, terminez la code base. Ah, il faut tout refaire. Ah, comment on en est arrivé là? Ben, en ne voulant pas corriger les petites choses qu'on a vues au fur et à mesure. Gardez ces dépendances à jour. Je pense qu'ici, tout le monde connaît ce tableau. Je pense qu'ici, personne ne suit ce tableau. C'est ça le problème. Nous, chez Usain, on a une bonne routine. Voilà, il y a des morning routines sur LinkedIn, etc. Nous, on a une routine juste de prendre soin de son code applicatif. Ben, vous prenez tous des douches, faites tous des révisions de vos voitures, de vos vélos, faites des révisions de votre code base. Nous, notre code base est à jour de la version mineure. Et du coup, on peut à chaque fois kiffer et profiter des dernières fonctionnalités. Pour faire ça, on a un bot qui s'appelle Renovate. Donc Renovate, c'est un bot que vous branchez sur votre repository et il va faire des updates de vos librairies de manière automatisée. Si vous avez suffisamment de tests, vous pouvez merger. Vous approuvez la PR du bot. On commence à partir dans l'IA là. Et on merge et voilà, terminé. Si vous êtes un peu parano, vous n'avez pas confiance en l'IA, c'est un peu à l'ancienne comme le perfora. Faites un composer updated à la main, paf, ça va mettre un code couleur. Si vous bitchez rien aux versions mineures et au SEM vert, voilà, bah si c'est rouge, il faut que tu fasses quelque chose. Si c'est jaune, comment ça t'y intéresser, d'accord? On va parler d'une histoire vraie. D'un développeur à moitié vrai, Bob l'éponge. Donc Bob l'éponge, c'est un développeur qui va rejoindre notre équipe. Bob l'éponge, il est hyper content parce qu'en fait, il est hyper chaud. Dans l'annonce, on lui a vendu plein de trucs, clean code, machin, plein de buzzwords. Il était hyper content de nous rejoindre. Il a vu plein de vidéos, il a lu plein de bouquins, il est archi chaud. Sauf que Bob l'éponge, il arrive dans notre équipe. Dans notre équipe, il y a Guillaume.
Guillaume qui est un vrai personnage. Guillaume, c'est un chef de projet qui rentre dans l'open space, pour ceux qui ont connu. Il rentre tous les matins énervé, il ne dit pas bonjour Guillaume. Il y a un bug en prod. Ah d'accord. J'ai reçu un mail, etc. Guillaume, il ne sait pas dire bonjour. Guillaume, c'est pour toi, celle-là, tu n'étais pas sympa. Hein. Donc Guillaume, il vient, il te met la pression. Voilà, j'ai le client Toto qui me dit ouais, ça ne marche pas, j'ai le client X, etc. Je vous jure, il ne nous a jamais dit bonjour Guillaume. Toujours, il nous dit il y a un bug en prod, c'est son mot magique. Donc on n'a pas le temps, il faut fixer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu prends tes idéaux à la poubelle comme le fait Bob l'éponge. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, hop, 6 semaines. Et puis il y a un nouveau dev qui nous revient. On est dans Legacy. C'était moi le crossover, Calimero. Calimero, il arrive dans le projet, premier jour, il dit mais qu'est-ce que je fous là? Ah, je suis dans un bourbier. C'est vraiment trop injuste. Comment je vais sortir de ce bourbier? Calimero, on est tous dans la même galère, t'inquiète. On va te donner 2-3 tips pour t'en sortir. On va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je sais qu'on a plus souvent tendance à retenir ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut pas faire, mais Osef. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, déjà, c'est de modifier du code sans comprendre ce qu'il fait. Il y a des devs qui font ça. Il y a des devs qui font du Gilbert Montagnier Driven Development. Ils ferment les yeux, guide add, guide commit, guide push, paf. Oh, ça s'affiche, ça marche. Non. Peut-être il y a un cron qui va tourner dans 3 semaines ou toutes les années bissextiles, tu as planté un truc. Ça ne va pas marcher. Donc, assure-toi vraiment de savoir, d'avoir cerné le scope fonctionnel, technico-fonctionnel de ce que tu as modifié. Okay. Ensuite, le code legacy, il est comme le français moyen. Il est réfractaire au changement. Et il n'y a pas de 49.3 avec lui. Tu ne peux pas lui imposer des choses. Tu es obligé d'y aller doucement. Donc, il faut modifier les choses petit à petit. Ensuite, il ne faut pas y aller tout seul. Même si vous êtes une rockstar, développeur, machin, etc. Vous n'êtes pas un John Wayne, un Lucky Luke. Vous ne pouvez pas faire des refactos comme ça tout seul sans en parler. Ou alors, si vous vous pensez supérieur aux autres, parlez-en quand même. Comme ça, quand ça va planter, on vous dira « Ah, t'as vu ce que tu as fait, c'est toi ». Donc, ne faites pas les choses toutes seules, parlez-en autour de vous. Et ne partez pas sans test, sinon autant creuser une tombe et vous mettre dedans tout de suite. Et ne réécrivez pas de legacy, sinon ça n'a pas de sens ce que vous faites. Donc, quand vous allez attaquer des parties de refacto, voyez un petit peu ce qu'on a vu juste avant. Des DTO, c'est hyper simple. Des petits patterns, c'est hyper simple. Les concepts solides, lorsqu'on peut les appliquer, du dry par-ci par-là, c'est hyper simple. Un conseil que je vous donne aussi, ne commencez pas par les opérations d'écriture, parce qu'elles modifient votre système. Imaginez que vous soyez développeur chez la BNP ou je ne sais pas où, et vous faites la refacto des systèmes du virement. Puis vous vous trompez. Donc là, il y a Jean-Michel qui fait un virement à sa grand-mère mourante. Il voulait lui envoyer 10 balles sur A, et on se trompe, il lui envoie 100 balles. Ça ne va pas marcher. On va vous dire ah, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Tandis que si vous modifiez l'opération de lecture, lorsqu'il va se connecter, Jean-Michel, il va voir, au lieu de 10 balles, il a 100 balles, il sera content. On va lui dire non, c'est faux. Mais en tout cas, en base de données, on n'a rien modifié, et donc tout va bien. Ça va dépendre vraiment de votre métier, mais d'expérience, il vaut mieux commencer par les opérations de lecture, parce que ça ne modifie pas l'état de votre système. Tout ça, ce n'est pas suffisant. On va faire Gogo Gadget au Legacy. Voilà. Il va nous donner quelques petits tips. Ouais, moi, je suis vraiment de la vieille école, je suis désolé. Hein. Alors, Gogo Gadget au Legacy, il a quelques gadgets. Il a la méthode Mikado. Il a le Golden Masters Testing. Celui-là, il est hard à prononcer. On dirait que je suis chez l'orthophoniste quand je le prononce. Et il a le Smoke Test. Celui-là, ça va, j'y arrive. Alors, la méthode Mikado, c'est en référence au Mikado, rien à voir avec les gâteaux au chocolat, bande de gourmands. En quoi ça consiste? Eh ben, on va prendre l'objectif, donc on veut refacto une brique, ok? Et bien évidemment, on ne va pas pouvoir la factoriser d'un coup, cette brique, parce qu'elle est énorme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la splitter en petites briques. Et on va appeler ça des prérequis. Si vous êtes des gamers, dites-vous, c'est des niveaux. Donc chaque prérequis doit être validé pour passer au prérequis suivant. Donc je dois battre chaque level pour aller au level suivant, jusqu'à que je vais arriver au boss. Qu'est-ce qui se passe dans un prérequis? Si je sais ce que je veux faire dans un prérequis, il n'y a pas de problème, je peux développer, ça marche, je merge. Si ça ne marche pas, je vais expérimenter, je vais tester des choses. Si ça plante, je vais faire un git reset-hard et je vais repartir à 0. Truc plus visuel, parce que moi j'aime bien le truc visuel. L'année dernière, lorsque je suis venu ici, je vous ai parlé de comment est-ce qu'on pouvait remplacer un repository Doctrine par des calls HTTP. Si je reprends ce que j'ai fait avec la méthode Mikado, donc en haut, c'est mon objectif, la méthode Mikado, je vais splitter de tous mes prérequis, ce dont j'ai besoin pour y arriver.
Typiquement, faire les appels à l'API, donc utiliser mon client HTTP. Ensuite, transformer ma réponse en DTO, parce que c'est bon pour la santé. Ensuite, créer des repositories HTTP, etc. Toutes les briques orange vont être des prérequis. Et pour aller au prérequis suivant, je suis obligé de valider le prérequis précédent. Et à l'intérieur, je vais avoir ce que je dois faire. Ça a deux gros avantages. Et c'est hyper pratique comme technique. Premier avantage, c'est que ça me cartographie ce que je dois faire. Donc, je sais où je suis, je sais où je dois aller. J'ai splitté, je vois à peu près la difficulté. Le deuxième avantage, c'est que mon système il est toujours stable. Rappelez-vous, pour passer au prérequis suivant, je dois valider le prérequis précédent. En aucun cas, je dois merger un prérequis si j'ai cassé quelque chose ou si ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la méthode Mikado. Et quand vous avez gagné, vous arrivez à la fin, le boss final, hop, vous récupérez le dernier Mikado et vous avez gagné la partie. L'autre méthode dont on peut avoir besoin lorsqu'on arrive sur des codes base qui n'ont pas de test ou très peu de tests, c'est le Golden Masters Testing. On va y arriver. Donc, cette technique, elle consiste en quoi? Imaginez que vous deviez update une librairie parce que vous n'avez pas le choix, elle n'est plus maintenue, il y a une faille de sécu, etc. Cette lib, elle est utilisée par une fonction qui a un surnom. Dans les projets, il y a des fonctions qui ont des surnoms, des classes qui font peur, là. Et bien, cette fonction a fait 300 lignes et on n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Alors là, on ne sait absolument pas ce qu'elle fait, mais elle est là et on sait qu'on doit la faire évoluer. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va lancer cette fonction avec différents paramètres. On va faire un snapshot de l'output de ces différents paramètres et on va les mettre dans un fichier. Ce fichier-là, on va l'appeler le Golden Master. Ensuite, je vais écrire un test automatisé que je vais pouvoir lancer et qui va aller me comparer l'output de ma fonction avec ce que j'ai dans mon Golden Master. C'est mon point de départ. Je vais à l'étape 3, je fais la refacto. Donc je pète tout et je lance mes tests. Si mes tests ne passent pas, c'est-à-dire que je ne reproduis pas le fonctionnel d'avant ma refacto, et du coup il y a un problème, il faut que je débug, etc. Si le test passe, très bien, bravo, eh ben, vous pouvez passer au niveau suivant et à l'autre test. Une fois que vous avez ajouté des tests, vous pouvez faire ce qu'on appelle du smoke testing. Donc le smoke testing, ça consiste à flaguer certains tests critiques de votre application et à pouvoir jouer uniquement cela. Donc lorsqu'on fait par exemple une grosse refacto, on n'a pas besoin de jouer tous les tests de l'application parce qu'il y a certains tests critiques, si ça ne passe pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On va s'arrêter tout de suite. Comme on n'a pas envie de tous les jouer, on va les flaguer. On va en flaguer quelques-uns et on va lancer ce truc-là. Ça s'appelle du smoke testing, c'est hyper pratique. Il y a le niveau 0.1 des tests, du smoke testing. Oui. Un truc que je fais lorsque j'arrive sur une application Symfony qui a vraiment zéro test. En fait, tu fais un ls dans le répertoire test, c'est vide. Ils ont laissé que le test et le point git ignore, comme si c'était pour te narguer, tu vois. Il n'y a rien dedans. Ce que tu peux faire tout de suite, c'est un test vraiment qui ne coûte rien. C'est d'aller charger toutes tes routes dynamiquement et de faire un get dessus et de voir si ça te retourne une 500 ou pas, ou plus d'une 500. Si ça te retourne une 500 ou plus, c'est que ton application n'arrive pas à booter. Donc tu as une erreur serveur, il y a un problème, etc. Ça vraiment, ça ne coûte rien. C'est quelques lignes de code. Et en plus, Alex Rock, voilà, il nous a fait une petite librairie qui s'appelle le Smoke Testing, qui reprend un peu ce concept que je vous invite à aller voir. Et ça, vraiment, ça coûte absolument, ça coûte rien du tout. Alors maintenant, le manager. Le manager va prendre la parole. On a vu un peu techniquement ce qu'il faut faire. Et en termes organisationnels, comment on peut y arriver? Eh bien, déjà, on va auditer un petit peu ce que vous voulez faire. C'est important d'avoir de la réflexion et de se dire pourquoi c'est du legacy, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est du legacy, qu'est-ce qui nous coince? Parce qu'il y a du vieux code qui tourne très très bien et qui rapporte des sous dont on n'a pas forcément besoin de faire évoluer. Et aussi, on va documenter, donc si c'est le cas, qu'on a besoin de faire évoluer ce code, on va documenter qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller. Et juste ces premières étapes vont vous donner une idée de la charge de travail. Ça va vous permettre après derrière de pouvoir le planifier, derrière de pouvoir le vendre aux stakeholders, aux parties prenantes. Ensuite, là, pour le coup, c'est bien de mettre des tests avant de faire quoi que ce soit. Bon, là, je suis un peu team TDD. Dans ces use cases, c'est hyper pratique. Donc, on va mettre des tests avant d'attaquer la refacto. Et on va faire du baby step, donc qui est et bien évidemment, on ne va pas tout casser. On va essayer d'avancer de manière progressive. Et comme je dis, le code legacy, c'est du code qui est très frileux au changement. Donc, il faut y aller des pas de bébé, tout doucement. Si vous maîtrisez l'A/B testing, vous pouvez en faire. Donc l'A/B testing, c'est le fait de faire tester une fonctionnalité avec deux codes différents, par exemple. Vous avez deux parcours différents. Donc vous allez avoir un user qui va aller sur le code legacy et un user qui va aller sur le nouveau code.
Et vous allez voir si vous avez le même, si vous avez le même comportement. Si c'est complexe à mettre en place, on peut utiliser du future flag. C'est hyper important d'avoir ce genre de choses dans votre code base. Le future flag, ça veut dire, je l'active, je pars sur le nouveau code. Si ça se passe mal, j'ai juste à désactiver mon future flag et je retourne sur l'ancien code. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument, si c'est possible, garder l'ancien code qui fonctionne. Ne pas se chauffer, ouais, j'ai le nouveau, ça marche, je supprime tout. Parce que vous allez mettre plus de temps à fixer le nouveau qui ne marche pas qu'à repartir sur l'ancien qui fonctionnait déjà bien. Donc voilà, essayez d'avoir ces outils-là, de faire du future flag, c'est hyper pratique. Nous, on en fait tout le temps. Il faut communiquer sur les changements que vous allez mettre en place, parce que lorsque ça ne va pas marcher, on va avoir un lien de cause à effet. Il ne faut pas garder ça secret, il faut vraiment être communication, transparent. On va toucher cette brique, on a prévu la date de release au 20 septembre, etc. Dites-nous si ça va mal. On va déployer, on va monitorer. Et pour monitorer, j'ai fait une conférence l'année dernière au forum PHP sur comment est-ce qu'on peut monitorer une application et qu'est-ce qui peut vous aider. Et une fois que vous avez fini avec cette brique, il faut répéter pour recommencer à la brique suivante. Merci.